Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast de We Love Devs. Salut Damien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, où est-ce que tu vis et nous parler rapidement de ce que tu fais chez Voodoo? Ouais. Donc moi je vis à Paris et je travaille à Paris chez Voodoo et je fais de la data science. Je suis data scientist depuis 3-4 ans. J'ai terminé mes études il y a 3-4 ans et ça fait 1 an que j'ai rejoint Voodoo. Aujourd'hui, on va parler principalement de l'environnement dans lequel tu déploies les projets de data science. Le sujet, c'est 3 prérequis pour faire des projets de qualité et créer de la valeur en fait dans la data. Je pense que vous avez de la chance d'avoir un environnement dans lequel tu peux faire du travail de qualité en tant que data scientist chez Voodoo. Et c'est ça qu'on veut analyser sur ce podcast-là aujourd'hui. Super. Les 3 sujets qu'on va aborder, donc c'est le premier, c'est de bien comprendre la valeur qu'apporte le projet data science au sein de l'entreprise, donc vis-à-vis de la stratégie. Le deuxième sujet, c'est comment on arrive à faire en sorte que dans la gestion de projet, la valeur du machine learning elle soit bien démontrée. Et enfin, c'est l'environnement dans lequel on va déployer le projet qui doit être qualitatif. C'est les 3 points qu'on voudra aborder aujourd'hui. Mais avant, on va parler de toi et de Voodoo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez beaucoup de data chez Voodoo. Pour ceux qui connaissent pas l'entreprise, donc c'est un éditeur de jeux vidéo français qui existe depuis quelques années. Donc de mémoire, c'est 2013 la création, c'est ça? Je suis juste? C'était il y a 8 ans. Et vous rassemblez donc plusieurs centaines de millions de joueurs actifs chaque mois sur des jeux vidéo mobiles qui sont dits hyper casual. Et on parle régulièrement de vous dans la presse grand public au sujet de vos levées de fonds. Aujourd'hui, vous êtes une des sociétés tech françaises les plus valorisées et qui n'existaient pas il y a moins de 10 ans. Et notamment récemment, dans cette semaine, au moment où on enregistre, c'est la participation du chinois Tencent qui a fait que vous soyez partout dans la presse. Les journalistes sont contents de voir des entreprises françaises qui lèvent des fonds. Le sujet, j'aimerais beaucoup qu'on parle de toi aussi avant, pour comprendre quelle est ta sensibilité au sujet du métier de data scientist. Tu m'as dit que toi, tu avais fait plutôt une formation d'école d'ingé généraliste et que tu avais appris après dans le monde pro. Plutôt, c'est plus le monde pro qui t'a formé la data science. Ouais, exactement. Donc je disais, j'ai terminé l'école il y a à peu près 4 ans et c'est vrai qu'à l'époque, dans les cursus dans les écoles d'ingénieurs, même s'il y avait un petit peu de data science, on appelait ça data mining, c'était pas hyper clair. Je dirais que c'est surtout les expériences professionnelles qui m'ont formé d'une part. Mon premier stage que j'ai fait en césure en fait a été très formateur parce que j'étais avec un tuteur qui lui connaissait le domaine et m'a montré directement les bonnes méthodes, les bons outils. Je pense à l'époque en fait à la librairie Python scikit-learn qui est très connue parmi les data scientists. Ouais. Et il y a une autre partie de ma vie qui a aidé à me former, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est les compétitions Kaggle. Donc pour ceux qui connaissent pas la plateforme Kaggle, c'est une plateforme une plateforme de compétition de data science où des data scientists partout dans le monde peuvent s'affronter en essayant de résoudre une problématique d'une entreprise réelle, une problématique réelle avec leur vraie data. L'objectif, c'est de faire le meilleur modèle possible. Tous les data scientists sont classés par rapport au score de leur modèle et à la fin, les 3 meilleurs gagnent un cash prize pour les récompenser. C'est hyper formateur et c'est aussi très bienveillant. Il y a beaucoup de matière pour apprendre. Et c'est quelque chose que j'ai fait pas mal, un peu dans ma scolarité et un peu en projet personnel pendant mes premières années d'expérience. Du coup, comment ça se passe sur un concours Kaggle? Vous avez tous le même jeu de données d'entraînement et ensuite ils vérifient la performance contre un jeu de données qui est plus grand? Exactement, oui, c'est ça. Donc, on a tous un dataset, un set de données d'apprentissage sur lesquels on va entraîner notre modèle. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop le machine learning, on a une partie des données, du coup, c'est des exemples d'un mécanisme que le modèle doit apprendre. Donc, si le mécanisme, c'est, par exemple, essayer de deviner ce que les gens, quel parfum de glace aiment les gens, par exemple. Et on va avoir un exemple de plein de personnes avec leur parfum préféré et on va essayer de deviner, du coup, pour de nouvelles personnes, quel sera leur parfum préféré. Donc on a le dataset d'apprentissage avec des exemples de personnes et du parfum associé. On a aussi un dataset d'évaluation, c'est-à-dire avec juste des personnes. Notre modèle, du coup, par rapport à ce qu'il a appris, il doit donner des réponses, mais il connaît pas vraiment ses réponses encore. On envoie ces réponses sur la plateforme Kaggle, donc on connaît pas les réponses. Et la plateforme Kaggle, qui, elle, a les réponses stockées sur leur serveur, peut calculer un score automatique sur des milliers de personnes et dire « Ah, en fait, ton modèle a bien deviné que, par exemple, la vanille est le meilleur parfum et que... » par exemple. Ouais. Du coup, le parfum ici, dans ce cas-là, c'est la classe. On est sur la performance d'un classeur à chaque fois?
C'est ça. Alors là, dans l'exemple que j'aurais donné, ça serait une classification de parfums préférés. Il y a plusieurs types de modèles principaux. Il y a enfin, de catégories de modèles. Il y a donc les classifications qui permettent de deviner, enfin, qui permettent d'essayer de prédire une catégorie pour ta cible, enfin, une catégorie. Mhm. Il y a des régressions, c'est-à-dire une classe, ouais. Il y a des régressions qui essaient de deviner un chiffre entre moins l'infini plus l'infini. Et puis du coup pour ces deux tâches, il y a d'autres catégories de modèles, mais elles sont moins utilisées dans l'industrie. Et donc pour ces deux types de tâches, on a toute une panoplie de familles de modèles, certains plus anciens, peut-être plus utilisés dans les entreprises classiques, d'autres plus à la mode. Je pense au deep learning. Ouais. Peut-être pas mal cherché enfin pas mal recherché dans l'académie et peut-être utilisé dans quelques startups, même si c'est plus difficile d'intégrer ça dans une entreprise classique. C'est quoi ton intuition sur les pros? Tu m'as dit que tu avais gagné certaines compétitions, tu avais fait des bons scores sur certaines compétitions. C'est quoi ton intuition? Qu'est-ce qu'il faut comprendre pour performer sur des compétitions Kaggle? Alors on a eu la chance de gagner une des compétitions Kaggle en équipe quand on a travaillé chez BNP Paribas à Cardiff avec des collègues de l'époque. Il y a beaucoup de facteurs qui nous ont aidés à avoir un bon score. Un des facteurs, je pense, c'était on était tous passionnés par le domaine. En fait, c'était pas la première compétition qu'on faisait et c'est un apprentissage qui s'est fait sur quand même quelques années. On avait un environnement où on était beaucoup de data scientists dans la même équipe, ce qui peut être assez rare en fonction des organisations. Du coup, on pouvait pas mal échanger les uns avec les autres pour continuer d'apprendre. Je dirais que une des qualités d'un data scientist qui veut progresser, c'est d'être très rigoureux, donc c'est-à-dire, en fait, quand on crée un modèle, on va tester des idées. On sait pas vraiment quel modèle sera le meilleur, donc on va tester le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3. Et Mhm. donc faut d'une part avoir la volonté de tous les tester, parce qu'à la fin, en fait, si c'est le modèle Z qui fonctionne et que c'est le dernier qu'on a testé, faut aller jusqu'au bout pour le tester et voir qu'il y a qui fonctionne bien. Il faut être rigoureux pour justement pas oublier le modèle Z et pas s'arrêter au X ou au Y parce que on se dit oh ça c'est un peu plus compliqué à faire, je le testerai à la fin. Bon c'est certaines des choses que j'ai retenues. Après encore une fois je pense que c'est surtout un travail à long terme hein, et puis c'est le résultat d'une passion qu'on a menée depuis pas mal d'années avec mes anciens collègues. Ouais, du coup, ton intuition, c'est de quand même aller chercher un modèle plus complexe enfin, vu que le modèle qui va gagner, c'est le modèle qui est le plus performant, faut pas hésiter à aller chercher des modèles plus complexes, à tester les modèles plus complexes en premier, c'est ça? En fait, quand je dis, ce qui fonctionne, c'est trouver la bonne idée. Et la bonne idée, ça peut être trouver le bon modèle. Mais quand on fait un modèle de data science, il y a d'une part le modèle, mais il y a d'autre part comment il est entraîné, comment il est configuré, il y a quelles données tu lui donnes. En fait, quelles Mhm. données tu lui donnes, il y a quel périmètre de données tu lui donnes, donc quel type Ouais. d'exemple. Si je reprends l'exemple de mes glaces, c'est est-ce que tu lui donnes l'ensemble des personnes de ton dataset? Est-ce que pour une raison ou pour une autre, tu enlèves une partie des personnes parce que Ouais. peut-être par exemple les données seraient de moins bonne qualité pour ces personnes. Et un dernier aspect, c'est quelles caractéristiques de ces personnes tu vas donner au modèle, comment tu vas les représenter. Et en fait, du coup, il y a beaucoup d'endroits où on peut changer la manière dont le modèle va se comporter sans toucher directement au modèle. En fait, pour ceux Ouais. qui connaissent pas vraiment la data science, il faut savoir que les modèles en eux-mêmes, la méthode d'apprentissage, c'est pas les data scientists qui les codent, c'est des choses qui sont issues des articles de recherche qui peut-être ont été publiés il y a 5, 10, 15 ans, ou un an ou deux pour le deep learning. Et c'est des choses qui sont en fait figées dans une certaine mesure, parce que très bien pensées par les chercheurs, et réimplémentées d'ailleurs par des personnes avec du talent et mis à disposition en open source. Du coup, nous, sur ce sur quoi on travaille, c'est vraiment plus qu'est-ce qu'on présente à ce modèle. Et ça Ouais. fait des grandes différences parfois. Et du coup, tu peux, ouais, c'est ça, c'est si tu agrèges des attributs, si, peut-être tu vas peut-être, si c'est un attribut qui est discret, tu vas peut-être en faire une énumération un peu plus simple. Et ça impacte comment le modèle apprend ensuite, c'est ça? Oui, oui, exactement. Si je devais donner un exemple simple avec un modèle simple, le modèle le plus classique qu'on voit, le premier qu'on apprend, c'est la régression linéaire. C'est-à-dire, Mhm. on a un certain nombre de critères. Ça va donc des critères numériques. Par exemple, allez, quelque chose de très bête. Quel âge a la personne? L'âge Mhm. de la personne, il va aller de 18 à 30 ans dans mon dataset, par exemple. Mhm. Et en fonction juste de l'âge de la personne, je dois deviner qui aime les glaces à la vanille. Dans ce cas-là,
une régression linéaire, je pourrais juste dire, je peux multiplier l'âge par une valeur et ça doit me donner mon résultat. Donc, enfin, par exemple, si la multiplication est positive, ça doit me donner oui pour glace et la vanille. Si c'est négatif, ça me dira non pour la glace et la vanille. Avec une régression linéaire, en fait, on peut faire qu'une seule séparation. On peut dire que, on peut faire en fait que on peut choisir que un seuil entre 18 et 30 ans et dire, par exemple, ceux qui seront plus de 24 ans aimeront la vanille, ceux qui auront moins de 24 ans n'aimeront pas. Mais on peut pas faire des décompositions plus simples. Et en fait, si ça se trouve, ou plus compliquées. Si ça se trouve, c'est les très jeunes et les très vieux qui aiment la vanille, mais pas les gens d'âge intermédiaire. Et du coup, mon modèle linéaire, il aura beau essayer d'apprendre au maximum, par construction, il peut pas répondre à ma problématique. Ouais. Donc, voilà pourquoi. Et en fait, comme tu disais, en transformant ta variable, en disant je vais pas dire une variable d'âge, mais je vais la couper en 3 morceaux, les moins jeunes, les moyens âgés et les plus jeunes. Même mon modèle linéaire qui est pas construit pour pouvoir répondre à cette question pourrait répondre à cette question juste parce qu'on a mieux construit les données. Tu as mentionné Cardiff. Cardiff, tu y as travaillé pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu as appris dans cette expérience-là et qu'est-ce que tu as rapporté de cette expérience chez Voodoo? J'ai appris énormément chez Cardiff pour, je dirais, 2 raisons principales. La première raison, enfin, j'ai appris d'un point de vue technique parce que, comme je disais, on avait une équipe centralisée de data scientists qui avait beaucoup de talent et ça a été très enrichissant de travailler avec eux. En plus, ils étaient passionnés, donc on pouvait discuter les midis non-stop de data science, quitte à embêter un peu les collègues qui peut-être en avaient marre qu'on parle de ça, mais tout ça, c'était en bonne ambiance, donc c'était sympa. Donc beaucoup appris techniquement, et puis aussi, il faut dire que Cardiff, donc c'est une assurance, hein, c'est une grosse boîte, et ça peut être difficile parfois d'y amener des nouvelles technologies, de transformer la boîte pour montrer qu'il y a de la valeur ajoutée à la data science. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies à l'époque sur justement comment créer un projet de data science de manière le plus propre possible, en faisant le moins d'erreurs possible pour qu'à la fin, le projet amène de la valeur. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on se disait à l'époque à Cardiff, c'est que 4 projets sur 5 de data science qui sont faits n'aboutissent pas ou apportent pas de valeur. Et il y a plusieurs raisons à ça. Et en fait, à Cardiff, il y a eu un gros travail de comprendre ces mécanismes qui font que les projets de data science pouvaient ne pas aboutir, trouver des solutions. Et du coup, pour ça a été très enrichissant. Et c'est des choses qui, finalement, même à Voodoo, où il y a une organisation complètement différente, en fait, apportent c'est des intuitions intéressantes pour Voodoo aussi. Ouais, donc c'est pour ça que tu es exigeant en fait sur le contexte autour du projet, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'une des clés pour que le projet de data science réussisse, c'est par exemple avoir une volonté d'avoir une haute qualité technique sur le projet de data science en lui-même, mais aussi tous les projets annexes, principalement ceux qui touchent à la data. Pour avoir une data de qualité, c'est assez important pour la data science. Et effectivement, quelque chose qu'on pousse chez Voodoo, c'est toujours augmenter ce seuil de qualité technique pour que derrière ça puisse débloquer des nouvelles technologies comme la data science. Il y a peut-être d'autres technologies qui seront débloquées par une grande qualité dans les projets. Et puis aussi simplement des nouveaux produits métiers aussi, hein, des nouveaux produits qui seraient débloqués parce que la qualité de tous les autres projets est grande, quoi. Et du coup là en l'occurrence chez Voodoo, c'est le projet Autobid sur lequel tu travailles? Alors le projet d'Autobid, c'est donc on va se remettre dans le contexte de Voodoo qui est un éditeur de jeux vidéo mobile hyper casual. Donc quand on est éditeur en français, ça peut vouloir dire 2 choses. Ça peut vouloir dire ceux qui construisent les jeux, ou ça peut vouloir dire ceux qui les distribuent. Nous, on est dans le deuxième cas, c'est Voodoo distribue des jeux vidéo qui sont conçus par des studios, certains studios en interne dans Voodoo, certains studios externes partout dans le monde, des développeurs de jeux mobiles qui proposent leurs jeux à Voodoo et qui disent qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut faire un hit sur l'App Store par exemple. Et donc dans ce contexte-là, une des grosses actions de Voodoo, c'est ce qu'on appelle l'acquisition des utilisateurs. Un jeu qui a du potentiel, si on le laisse tout seul sur l'App Store, il va faire 1000 téléchargements et en fait, il va pas dégager toute la valeur qu'il aurait pu avoir. Il va pas attirer autant de joueurs qu'il aurait pu naturellement. Il faut en fait montrer des pubs pour ce jeu pour que les utilisateurs installent le jeu, se rendent compte qu'il est intéressant et y jouent un certain temps. Et à la fin, le jeu se retrouve avec 500 millions de téléchargements. Pour faire ça, pour acquérir des users,
passe par en anglais on appelle ça des ad networks, donc c'est des régies publicitaires pour lesquelles on va pouvoir leur dire, ok, toi tu vas afficher des pubs sur plein de médiums, Facebook, peut-être d'autres applications mobiles. Moi je suis prêt et donc si tu affiches des pubs de jeux, tu vas peut-être déclencher des installations chez les utilisateurs. Moi je suis prêt pour chaque installation que tu fais à te donner par exemple 20 centimes de dollars ou 20 centimes d'euros. Donc toi tu gères le nombre de pubs que tu dois afficher, moi je te paye à la conversion, on appelle ça. Et le but d'Autobid, c'est de savoir combien on est prêt à payer ces régies publicitaires par install pour pouvoir finalement équilibrer ce qu'on va dépenser sur le jeu en termes d'acquisition, donc de publicité, et ce que les utilisateurs qui une fois seront dans le jeu et une fois qu'ils joueront dans le jeu, une fois qu'ils apporteront des revenus à travers le jeu, nous donneront. On a un objectif de marge et par exemple il y a des jeux où les utilisateurs vont rester très longtemps, vont jouer beaucoup et en fait rapporteront pas mal de revenus. Et donc ces jeux-là, on va peut-être être prêt à les acquérir pour plus d'argent que des jeux peut-être un peu moins intéressants où on se lasse plus vite, où là il faudra justement dire aux régies publicitaires je te donne un peu d'argent mais je te donne pas plus que 10 centimes de dollars. Du coup, un ad network dans la vraie vie, c'est les réseaux publicitaires, c'est Clear Channel, c'est les réseaux qu'on voit dans les métros, c'est Média Transport. C'est des gens qui gèrent des réseaux d'emplacement et qui les monétisent. Sauf que sur le web, ils sont pas matériels, ces emplacements, c'est les encarts de publicité, du pre-roll sur différentes choses. Et vous leur indiquez un coût par installation, c'est votre enchère, c'est le bid d'Autobid. Et le but, c'est de calculer aussi du coup la lifetime value, la valeur vie du joueur que vous allez acheter de cette façon-là pour garder une rentabilité. J'ai bien résumé? C'est exactement ça. Du coup, on nomme en fait la quantité de revenus qu'un utilisateur va nous apporter, LTV, lifetime value, et c'est cette quantité que finalement, si on arrive à calculer ou à modéliser avec du machine learning, on va pouvoir utiliser pour pouvoir dire à combien on est prêt à acquérir cet utilisateur. Donc je donne un exemple très simple. Si la lifetime value est de 50 centimes et qu'on a un objectif de marge à 20%, on est prêt à acquérir l'utilisateur jusqu'à... alors non, ça va être très dur de faire ce calcul-là. 40 centimes. 40 centimes, exactement. 40 centimes. Effectivement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, du coup, pour qu'on ait un ordre de grandeur, c'est un utilisateur, il est monétisé via la publicité. Donc, un utilisateur, il peut rapporter en valeur vie 50 centimes sur plusieurs mois, c'est ça? Et ça, c'est un défi en soi, déjà. Ouais, c'est ça. Donc nous, la plupart de nos jeux, c'est des jeux hyper casual, c'est-à-dire des jeux auxquels on joue un petit peu, peut-être qu'on va s'en lasser au bout d'un moment. Il y a pas tant d'achats dans l'app à part peut-être des choses qui justement permettent de ne plus avoir de publicité pour soutenir les développeurs de l'app. Et du coup, effectivement, finalement comme dans tous les jeux, hein, le plus longtemps l'utilisateur joue au jeu, le plus de revenus il va rapporter. C'est très variable d'un jeu à l'autre. Aussi, en fonction des jeux, les utilisateurs peut-être sont plus appétents à acheter des choses à travers la publicité qui leur est montrée dans le jeu, et donc potentiellement rapporteront plus d'argent ou moins d'argent. Tout ça, c'est très variable, mais et l'ordre de grandeur, si tu veux savoir, c'est pas que ça dépend des jeux, hein, mais en hyper casual, les gens se lassent plus vite que quelques mois. Je dirais que c'est un mois. Ouais. Et du coup, un des défis pour toi, c'est d'avoir une taille critique sur le jeu de données. C'est compliqué d'avoir des données d'apprentissage, surtout vous publiez les jeux très régulièrement. Ouais. Du coup, c'est souvent un nouveau jeu sur lequel tu es en train d'essayer de faire l'acquisition. Alors, en termes de données d'apprentissage, pour le coup, à Voodoo, on est privilégié sur un point, c'est que comme on est un énorme publisher, un énorme éditeur de jeux, on a lancé, je dirais, il y a au moins une centaine de jeux ou au moins 150 jeux qui ont été lancés sérieusement, et il y a encore beaucoup plus de prototypes de jeux qui ont été testés mais pas forcément lancés. Et en fait, ça nous donne un historique très riche de comment les utilisateurs, à quel point les utilisateurs aiment jouer à un jeu, n'aiment pas, se lassent, etc. Je pense qu'on arrive on a beaucoup plus de matière pour essayer de modéliser cette LTV que n'en aurait un autre publisher avec seulement 5 jeux publiés. En fait, ils ont moins d'exemples sur lesquels ils peuvent voir dans le passé comment a évolué la LTV des utilisateurs. Nous, on a beaucoup d'exemples différents, donc on pourra faire des modèles peut-être un peu plus avancés ou un peu plus riches. C'est ça, parce que du coup, un des enjeux, c'est d'arriver à prédire la LTV dans les premiers jours de l'installation. C'est ça, à partir de la D1, D3, D7.
Il y a plusieurs enjeux. Bah, déjà, en fait, pour remettre dans le contexte, AutoBid, donc automatic bidding, euh, l'idée c'est d'automatiser ce processus, mais aujourd'hui il est fait par ce qu'on appelle des UA managers. C'est ceux qui font l'acquisition d'utilisateurs. Aujourd'hui ils le font à C'est la ça, main. UA, c'est User pour User acquisition. Acquisition, ouais, c'est Voilà. ça. Pour l'instant, aujourd'hui, ils le font à la main, aidés par plein de métriques qu'on leur donne dans des outils de BI, Business Intelligence. Et l'idée, c'est d'automatiser ça. Mais du coup, automatiser ça représente, il y a plusieurs challenges par rapport à ce que peut-être un UF ferait très bien à la main. Un des challenges, comme tu dis, c'est le launch du jeu. En Mhm. effet, on peut pas avoir une idée de combien un utilisateur va aimer jouer au jeu ou pas au jeu avant de savoir si le jeu est intéressant ou pas. Et donc, dans une certaine mesure, il faut acquérir déjà pas mal d'utilisateurs avant de voir est-ce que les utilisateurs aiment ce jeu et avant de savoir combien va être leur LTV. Et donc on est obligé de bider un peu à l'aveugle au début, c'est la phase de launch et c'est quelque chose que pour l'instant eux gèrent. Peut-être à terme C'est l'objectif ça, ça sera. c'est que c'est pas tellement en aveugle, c'est-à-dire qu'ils le font avec des intuitions, c'est de l'expérience. Oui, exactement. Ils ont appris des choses. Ça fait quoi? Ça fait du Ouais. coup 8 ans, tu me disais que ces gens-là, ils font l'acquisition, ils savent des choses, ils le font pas forcément Oui, au gré, quoi. pour revenir à ce que je disais, quand je disais à l'aveugle, c'est à l'aveugle par rapport aux données que notre modèle peut Ouais. utiliser, c'est-à-dire un historique de lifetime value. Au launch, cette lifetime value n'existe pas parce qu'on n'a pas d'historique, mais eux, ils ont l'historique de leur expérience, ils ont des connaissances humaines qu'on peut pas transcrire dans le modèle comme ça, et c'est ça qu'ils utilisent. Du coup, au launch, le jeu de données qui est généré, qui va servir à apprendre ensuite, c'est un jeu de données qui est au final à figer ce qu'ont appris les UA managers. Et donc le modèle, il va quand même être biaisé dans son apprentissage, ou du moins, il va apprendre ce que les UA managers ils savaient en fait. Est-ce que je me trompe là-dessus? Alors, on n'a pas encore résolu cette problématique du launch et de toute façon, on y reviendra. Pour l'instant, on essaye d'abord d'avoir un modèle qui fonctionne sur la durée de vie plus stable du jeu, c'est-à-dire vraiment après le launch, là où on a un historique. Après, pour répondre à ta question, je pense pas que au moment du launch, on soit si biaisé par ce qu'ont fait les UA que ça, parce que on n'essaye pas tant de reproduire les actions qu'ont fait les UA, on essaye plus de deviner à quelle action vont avoir quelles conséquences et donc à quelle action de bid vont avoir quelles conséquences en Mhm. termes de volume d'install, en termes de LTV d'utilisateurs acquis par ce bid. Donc je dirais que enfin il y a quand même, je suis d'accord avec toi que va y avoir un impact de comment ils ont géré leur bid, mais il devrait pas être trop gros ou malgré tout ça devrait quand même avoir de la valeur d'utiliser ces données. Parce Ce qu'il y qui a une manque question sur la d'opinion. granularité. J'imagine que les UA managers, ils font des campagnes quand même assez avec une segmentation qui est assez large. Et ensuite, ils vont raffiner ça et le modèle, il va vous permettre d'être encore plus fin ensuite, c'est ça? Ouais, le modèle va apporter plusieurs avantages. Comme tu dis, un des avantages, c'est, enfin, pour te mettre dans le contexte de comment on fait avancer Autobid. Aujourd'hui, Autobid, pour qu'il se mette en production, enfin, pour le mettre en production de manière saine, de manière avec une bonne qualité, on met pas du machine learning tout de suite. On met d'abord une petite formule issue de ce que les UF font. On essaye de Mhm. reproduire leur mode de fonctionnement à travers des petites règles et des petites formules. Je dis petites parce qu'elles sont peu complexes par rapport à la complexité du problème. Effectivement, ces formules, elles ont vite une limite quand on a peu d'installations, enfin quand sur un petit périmètre, par exemple pour un pays, on essaie de deviner la LTV, pas de tous les utilisateurs d'une app, mais un petit segment d'utilisateurs. Donc par exemple les utilisateurs que sur un pays, que sur une campagne publicitaire particulière de ce pays, que sur une régie publicitaire particulière qui va essayer d'acquérir des utilisateurs. Et en fait parfois sur ce petit périmètre on a peu d'installations. Si on a peu Ouais. d'installations, on a peu d'observation de cette LTV et du coup les formules atteignent leurs limites parce qu'elles sont très bruitées, les chiffres sont peu stables. Et quand un chiffre est peu stable dans un bidding, vu qu'un petit écart de chiffre peut avoir un gros impact en termes d'installation, ça mène à des performances pas forcément bonnes. Et donc le machine learning permettrait vu que c'est le modèle de machine learning qui créerait lui-même les règles plutôt que de les récupérer du métier, il pourrait avoir la possibilité de créer des règles beaucoup plus fines. Et parmi ces règles, il y aurait des règles qui à la fois utiliseraient des données très fines avec peu d'installation, mais qui parfois sont pas très stables, mais à la fois utiliserait des données beaucoup moins fines, par exemple en utilisant la LTV moyenne de tous les utilisateurs. Par contre, elles ont beau être beaucoup moins fines, elles sont beaucoup plus fiables parce qu'on a beaucoup plus d'installations, qu'effectivement Ouais. le machine learning résoudrait
cette problématique-là. Il y a d'autres problématiques d'ailleurs que le machine learning résoudrait. Il y a, en fait, on s'en rend pas compte, mais on a l'impression que coder des règles, coder des règles pour faire des calculs, c'est simple. C'est simple quand les règles fonctionnent, mais justement, je disais, il y a plein de cas particuliers où ces règles ne fonctionnent plus. Par exemple, comme on dit, quand il y a peu d'installations. Ça marche plus très bien non plus quand, à cause d'un problème de données, l'historique des installations est un peu abîmé. Ça marche plus non plus quand, justement, une application a un historique beaucoup plus grand ou beaucoup moins grand que les autres apps et peut-être qu'on n'y avait pas bien pensé. Et en fait, les règles sont pas assez souples et en plus on se rend pas vraiment compte de leur efficacité. Le modèle de machine Ça learning. prend du temps de les maintenir, j'imagine. Voilà, en fait, du coup, il faut, si on veut que ça fonctionne correctement, il faut trouver des fixes, enfin des corrections très spécifiques à tous ces cas particuliers pour ces règles. Et ça peut vite devenir assez compliqué, ça peut vite augmenter la quantité de code et augmenter la difficulté à le maintenir. En fait, le machine learning, c'est intéressant parce que il y a une complexité dans la modélisation, ça demande des compétences supplémentaires, mais pour le coup, toute la complexité des règles, elle est intégrée dans le modèle et on la voit pas dans le code. Donc finalement, le code est beaucoup plus lisible, beaucoup plus maintenable. Et à partir du moment où il y a un ou plusieurs data scientists qui connaissent le domaine, ils peuvent maintenir et améliorer ce modèle beaucoup plus facilement que si c'était plein de petites règles. Le modèle, du coup, c'est pas forcément une boîte noire, mais au moins tu as compartimenté, en fait. Il y a une isolation autour du modèle et on peut monitorer la performance du modèle ensuite. On n'est pas obligé d'aller mettre les doigts dedans, quoi. Ouais, exactement, ça c'est un truc hyper important, mais quand on fait un modèle, on a toujours une évaluation du modèle. C'est d'ailleurs comme ça, en fait, c'est grâce à cette évaluation qu'on choisit le bon modèle et qu'on le distingue du mauvais modèle. On évalue plusieurs modèles sur la même évaluation. Et donc, même si on comprend pas le détail de ce que fait le modèle, quoique il y a des méthodes d'interprétation de modèle, mais c'est un autre sujet, on est sûr de sa performance. Et effectivement, on a distingué la partie modélisation ou règles de la partie data, de la partie cleaning, et bon, enfin, ça fait un projet plus propre, et comme c'est plus propre, c'est de bien meilleure qualité, et le risque opérationnel est beaucoup plus faible, du coup. Et du coup, les UA managers, aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps avec eux? On est toujours oui, on passe beaucoup de temps avec eux, et enfin, surtout le UA manager qui nous aide à faire avancer ce projet. Leurs intuitions métiers sont, enfin, tout est important, enfin, c'est hyper important de travailler avec eux, hein. Il y a plusieurs raisons. D'une part, ils ont eu les intuitions métiers pour construire les premières règles. Ils connaissent le domaine, donc ils peuvent nous aider à identifier quand il y a des soucis, ils peuvent nous aider à identifier quand notre modèle de machine learning répond pas forcément à ce qu'on essayait vraiment de faire à la base. Donc ça, c'est dans les phases initiales du projet, c'est eux qui guident un petit peu ce genre de création de modèle, de projet. Mais en fait, enfin, ce qui est important, c'est que si on fait Autobid, il y a une raison, c'est que eux, ils ont beaucoup de valeur sur plein d'autres sujets que le bidding. Et Voodoo, comme on disait, c'est une grosse boîte. Enfin, c'est une boîte qui édite plein de jeux. Et en fait, automatiser ce bidding pour les jeux, ça leur permettrait de se focus sur des tâches avec beaucoup plus grande valeur ajoutée, tester des nouvelles régies publicitaires, se focuser beaucoup plus sur la partie qu'est-ce qu'on montre comme publicité pour les jeux, par exemple. Enfin, il y a d'autres sujets comme ça, mais c'est être plus stratégique qu'opérationnel, parce que le but de passer sur Autobid, c'est de leur permettre de travailler sur des sujets plus stratégiques, quoi. Ouais, effectivement. Et puis, comme tu dis, t'as raison, le fait d'avoir un système pour tout ça, bon, ça pose des questions de risque opérationnel, qu'est-ce qu'on fait si le système fonctionne pas, mais au moins, la responsabilité est centralisée sur un groupe, et du coup, c'est peut-être plus facile. Enfin, finalement, ça va peut-être rassurer les UA qui ont cette responsabilité aujourd'hui que leur bid se passe correctement, quoi. Que leur acquisition se passe correctement. Et du coup, comment tu relèves enfin, c'est un défi en soi de leur démontrer que le modèle, il va créer de la valeur. Et comment vous relevez ce défi-là? Est-ce qu'ils ont pas peur que le modèle, il fasse les choses moins bien qu'eux, par exemple? Alors, il y a une problématique, mais ça, c'est valable dans toutes les sociétés et pour tous les projets, de valoriser finalement le machine learning et de montrer la vraie valeur ajoutée que ça peut apporter. Quand je dis la vraie valeur ajoutée, c'est que parfois on peut avoir l'impression que le machine learning est pas aussi bon que ça en a l'air à cause des problèmes, enfin,
à cause de ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les entreprises, classiquement, 4 projets de machine learning sur 5 peuvent échouer. Et c'est pas forcément à cause du machine learning, ça peut être parce qu'on décide de faire un projet de machine learning, on commence à faire un modèle, et en fait on se rend compte un peu trop tard que le modèle n'est pas performant sur les datas qu'on nous a données, ou que en fait on a beau faire un modèle performant, en fait le métier n'a pas besoin de l'utiliser parce qu'on n'avait pas bien compris comment eux fonctionnaient, ou alors simplement on a un modèle de machine learning, il serait utile au métier, mais dans une grosse entreprise ça peut être trop coûteux parfois de le mettre en production dans le système informatique qui lui est un peu antique et pas fait pour ça. C'est ça les trois facteurs d'échec d'un projet de data science pour toi. Le premier, c'est on n'a pas compris, il créait pas de valeur parce qu'on n'avait pas compris le métier. Le deuxième, c'est une question d'adoption parce que il l'utilise pas. Comment je l'explique? Pourquoi il l'utilise pas? Oui, ça pourrait être ça. C'est-à-dire le deuxième, ça pourrait être le modèle n'apporte pas forcément suffisamment de valeur pour que le métier l'utilise. S'il avait fonctionné, si le modèle avait été performant, il aurait pu apporter de la valeur au métier. Mais parfois les modèles ne fonctionnent pas parce que le modèle n'arrive pas à apprendre des choses intéressantes et du coup le métier peut pas l'utiliser. Donc le premier sujet, c'est on n'a pas compris le métier. Le deuxième sujet, c'est le deuxième point, c'est que c'était pas assez performant. Et le troisième point, c'est la mise en production. On n'a pas réussi à coller correctement sur le SI de l'entreprise, ou du moins c'était peut-être trop coûteux de le faire tourner. Donc c'est la qualité de l'environnement technique, ouais. Mais c'est peut-être les trois principaux d'après toi. J'en rajouterais un ou deux. Je rajouterais le fait que le métier voulait pousser de la data science ou un modèle de data science sans vraiment comprendre à quoi correspondait ce modèle et en fait sans se rendre compte que techniquement c'est pas vraiment réalisable. Donc il y a de l'énergie qui a été investie pour au final dire mais on peut même pas modéliser cette problématique-là où les outils n'existent pas encore. Donc ça c'est du coup un défaut de compétences data science au moment où le projet métier a été décidé. Et puis dernier problème, j'insiste du coup sur celui-là parce qu'en vrai il est très important, c'est quand la qualité de la donnée est pas suffisante. Qualité, ça peut vouloir dire soit qu'il y a des erreurs dans la donnée, soit simplement que la donnée n'est pas assez riche pour faire la modélisation dont on a besoin. On a parlé de 5 points là, mais ces 5 points sont assez fréquents en termes de causes d'échec d'un projet de data science. Et c'est quelque chose sur lesquels, du coup, grâce à mon expérience à Cardiff, je suis beaucoup plus sensible parce que justement on les avait identifiés et qu'on avait trouvé des méthodes pour pas que ça se produise. Et en fait, j'essaye de les appliquer chez Voodoo. Et donc on parlait, ta question c'était est-ce que c'est comment on est sûr que comment on peut démontrer la valeur du modèle de machine learning et montrer que montrer qu'il est performant. La réponse c'est on va pas faire le machine learning directement dans le projet et le mettre en production et voir si ça marche. On commence d'abord par les règles dont j'ai parlé tout à l'heure, les règles qui reproduisent ce que font les UA managers, parce que on commence déjà commencer avec ces règles, c'est challenging. Ça en fait réussir à implémenter ces règles simples qui ont rien à voir avec la data science, ça implique déjà d'avoir résolu le problème de l'environnement IT il faut que ça fonctionne dans l'environnement IT. Ça répond à la problématique de on a bien compris le besoin métier, il y a vraiment une utilité. Ça répond au problème des datas parce que on a déjà réussi à créer des règles sur ces datas, donc on pourra faire quelque chose de plus compliqué en termes de modélisation. Ça répond à la problématique de le modèle va fonctionner parce que si une règle simple y arrive, un modèle va pouvoir faire mieux. Voilà. Et du coup, et en fait déjà c'est challenging parce que réunir toutes ces conditions, ça nous prend déjà plusieurs mois de projet, voire plusieurs trimestres de projet. Et c'est là où en fait, si on avait commencé par de la data science directe et que en fait au bout de 9 mois on n'avait toujours pas quelque chose en prod, on nous aurait dit mais c'est la data science qui fonctionne pas. On aurait eu du mal à expliquer que non, c'est pas ça. C'est juste que c'est compliqué de mettre un projet de qualité en production et ça prend du temps, surtout quand il peut y avoir plein d'embûches sur le chemin. T'attends pas de la règle logique qu'elle soit plus performante. Elle marche, et où elle marche pas. Mais c'est une règle logique, elle est claire. Alors que si tu avais mis un modèle apprenant tout de suite, on aurait tout de suite commencé à mesurer sa performance, chercher à comprendre pourquoi il est pas performant. Et donc on va mettre cette règle simple en production et on va mesurer sa performance et on va comparer sa performance avec la performance du modèle de machine learning qui aura été rapide à construire parce qu'on a déjà du coup toute cette stack technologique et toutes ces réflexions en amont et du coup on va pouvoir très vite dire ce que le modèle apporte, si oui combien, et si le modèle n'apporte pas, c'est pas dramatique, ça arrive, mais on aura mis peu de temps sur la partie modèle machine learning dans tous les cas. Donc on aura pu le montrer. Et donc ça c'est important pour moi parce que c'est ce genre de démonstration par l'exemple qui
qui montre un peu voilà, quelle est la valeur de la data science sur ce projet, montrer que ça peut avoir de l'impact, si ça rate, ça aura pas eu un gros coût, et qu'en fait, souvent, c'est pas la data science qui est la problématique quand on essaie de le mettre en production. Tu as dit que c'était un projet qui durait depuis plusieurs mois. Là, vous êtes organisé en équipe. Si j'ai bien compris, toi, tu travailles dans une équipe qui fait partie d'un groupe d'équipes data. Et ton équipe à toi, elle est orientée en particulier vers le marketing. Et ça reste une équipe pluridisciplinaire. C'est ça. Est-ce que j'ai bien expliqué? On est dans une équipe tech, une grosse équipe tech qui a plusieurs sous-équipes dedans. Donc, je suis bien dans la sous-équipe marketing. Dans ces sous-équipes, il y a des sous-équipes spécialisées sur certains métiers. Donc, il y a une équipe marketing, il y a une équipe publishing. Publishing, donc c'est l'édition, la relation avec les studios qui construisent les jeux vidéo. Il y a une équipe, il y a une équipe gaming, et en fait, il y a des équipes tech, pure tech, qui se concentrent sur améliorer les qualités des stacks techniques. Donc, il y a une équipe data, il y a une équipe infra, il y a une équipe... L'équipe data, c'est l'équipe de Michael, c'est ça? Avec qui on fait l'article plus tard. L'équipe data, c'est l'équipe de Michael, et donc eux, on est beaucoup en contact avec eux parce que on essaye avec eux de voir comment on peut améliorer au maximum la qualité de la data et des process data. Je lui ai montré le sujet la semaine dernière. Il est pressé d'écouter le podcast parce qu'il m'a dit que c'est vrai, effectivement, c'est le sujet dont on parle régulièrement. Et pour les auditeurs, vous pourrez retrouver le sujet avec l'article avec Michael et son équipe sur le blog un peu plus tard après la publication de ce podcast. Super. C'est technique sur Airflow en particulier. Okay. C'est les bonnes pratiques autour d'Airflow parce que visiblement il n'y a pas beaucoup de documentation autour d'Airflow. Ils ont beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Ouais, ça va être intéressant. Et du coup, ouais, c'est ça. Eux, ils m'ont parlé beaucoup des data jobs, par exemple, de comment ils sont maintenus. Ça me permet presque de faire une transition sur le troisième sujet, sur l'environnement technique, sur le fait d'avoir, le fait d'arriver en fait à mettre un environnement de production. Moi, je me rends pas compte. Du coup, dans ta semaine, tu m'as dit que tu passais 2-3 jours à faire du code, c'est ça? Oui, c'est quand même la majorité de mon occupation. Coder et faire avancer le projet. Je dirais qu'il y a quand même un jour sur les 5 occupés à faire la partie gestion de projet de Autobid, c'est-à-dire la relation avec les UA, leur dire où est-ce que ça en est et leur expliquer qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on est sur le droit chemin, entre guillemets. Il y a une relation avec les partenaires externes. Par exemple, il y a un partenaire externe qui nous aide à justement mettre tout ça en production, qui nous fait l'automatisation des bids, c'est-à-dire que nous, on propose des bids et eux vont les déployer sur les différentes régies publicitaires. Et puis bon, il y a des parties annexes. Il y a une dernière journée qui n'est pas ces deux choses-là, qui est plus faire de la veille data science. C'est hyper important, hein, ça. J'en ai pas parlé, mais je pense que tous les data scientists seront d'accord avec moi. Avoir du temps pour continuer à apprendre dans ce domaine, c'est très important. D'autant plus que ce que j'ai appris il y a 3 ans, et je vais pas dire obsolète, mais le domaine avance à une vitesse folle, surtout dans le domaine du deep learning. Et j'ai beau avoir essayé de continuer de me former grâce aux compétitions de data science en deep learning, je pense qu'en un an, on peut être dépassé par ce qui sort, quoi. En vrai, je pense que dans tous les métiers, on a besoin de le faire. C'est juste que on l'oublie régulièrement chacun dans notre métier qu'on doit se former. Donc je pense que l'environnement dans lequel vous travaillez, tu m'as dit que c'était principalement du Python. Oui, alors surtout du Python. Pourquoi Python? Bon, d'une part parce que la plupart de notre équipe avait des compétences dans ce domaine, mais dans la data science, enfin dans le machine learning, c'est le langage phare avec R. Parce que, comme je disais, les modèles en eux-mêmes sont pas codés par nous, ils sont codés par des gens qui ont des ingénieurs qui ont lu les papiers de recherche et qui les ont implémentés de manière très très efficace. On peut pas refaire cette implémentation facilement et ça aurait pas vraiment de sens. Et la plupart des implémentations sont soit en Python, soit en R. Et on a privilégié le Python parce que par rapport au R, c'est plus un langage de programmation sur lequel on va pouvoir mettre en prod des projets. Donc notre stack data science c'est en Python. Et c'est plus intéressant que le Java à cause de cet écosystème. C'est plus intéressant. J'imagine il y a des gens qui utilisent du JavaScript quand ils ont des jeux de données en JSON, mais vous utilisez du SQL principalement pour le jeu de données. Oui, on a 2 niveaux de granularité de données. On a des granularités de données très fines qui prennent énormément de place. Donc là, c'est vraiment du NoSQL et il y a des jobs en Scala qui sont faits par les data engineers. Où on travaille sur une maille un peu plus grossière. Enfin, nos groupes d'utilisateurs sont un peu plus gros,
Du coup, on s'en sort avec des bases de données classiques SQL et c'est avec ça qu'on travaille. Après, on aurait pu manipuler du JSON avec Python, hein, ça empêche pas, mais pourquoi on utilise Python? C'est parce que vraiment cet écosystème de modélisation existe quasiment qu'en Python. Et par rapport au Java, typiquement, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il y avait Weka, par exemple, en Java, qui existait, qui permettait de faire des modèles de machine learning, mais c'est devenu complètement obsolète, si j'ose dire, hein. D'une part, les bons algos de machine learning maintenant sont réimplémentés en Python, voire maintenus en Python. Et pour une autre raison, beaucoup de Python, c'est que le deep learning, les librairies phares en deep learning codées par Facebook, donc la librairie PyTorch, ou codées par Google, la librairie TensorFlow, c'est disponible sur Python ou sur R, mais pas sur Java. Ouais, Weka, c'était très recherche, hein. On a essayé d'utiliser en production, c'était les API, ils étaient pas finis, la documentation était pas là. J'ai jamais déployé mon Weka en production. Ce qui est marrant, c'est que scikit-learn, par exemple, la librairie phare pour les algos de machine learning classique en Python, il y a pas mal de chercheurs en fait d'ailleurs des Français, hein, qui bossent sur cette librairie. Et en fait, malgré le fait que ce soit des chercheurs, la librairie est très professionnelle, très bien maintenue et le niveau de qualité ou de documentation est très élevé en fait. Ah, tu m'as donné envie de recoder notre machine learning en Python maintenant. Et un des sujets du Python aussi, c'était la performance. Ouais. La performance aujourd'hui en Python, c'est plus un problème. Ouais, c'est hyper intéressant la manière dont ce langage est créé. C'est un langage interprété, donc effectivement il est lent. Si on fait une boucle ou par exemple une boucle en Python, c'est 100 fois plus lent qu'une boucle en C++ ou 50 fois plus lent qu'une boucle en Java, en ordre de grandeur. Et en fait, le modèle, lui, il est aussi rapide qu'il soit utilisé en Python ou en C++. Pourquoi? Parce que comme je disais, ces modèles, c'est des modèles qui ont été codés par des ingénieurs de talent. Et en fait, ils sont codés en C++, ils sont compilés, et ils sont importés par Python directement. En fait, avec Python, on peut charger du code compilé, l'utiliser. Comme en fait, dans un modèle de machine learning, 99% du temps de calcul, c'est le temps du modèle ou le temps de la transformation de données, mais qui elle aussi est compilée grâce aux librairies comme Pandas. Finalement, la partie interprétée du code en Python pour faire du machine learning, elle est négligeable et donc la vitesse est excellente, quoi. Qu'est-ce que vous faites en fait pour améliorer la qualité de l'environnement du modèle ensuite? C'est-à-dire que tout à l'heure tu mentionnais que chez Cardiff, ou du moins que dans certains projets il peut y avoir du legacy et que du coup c'est compliqué de brancher. Et chez Vodou, vous n'avez pas forcément, j'imagine pas forcément un ASI qui a 20 ans et qui a été codé en COBOL. Donc quels sont les challenges en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'environnement de production, quoi? Donc effectivement, chez Voodoo, on n'a pas de problème de legacy, comme il pourrait y en avoir dans des plus grandes structures, parce que la majorité de notre stack est récente. Bah, la boîte est récente, en fait. La boîte n'a que 8 ans. Et en plus, on est sur le cloud, en fait. On est sur le cloud et du coup, non seulement les techno-clouds sont récentes, non seulement elles sont bien maintenues, mais en plus, les providers cloud fournissent régulièrement de nouveaux services, que ce soit orienté data science, que ce soit orienté un type nouveau de base de données. Donc ça nous permet d'être très agile pour utiliser des nouvelles technos. Après, je dirais qu'il y a une autre condition à avoir un environnement de qualité qui n'a rien à voir avec les technos utilisés. C'est vraiment avoir une bonne qualité de code. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est les mêmes prérequis que pour un projet de développement applicatif classique de qualité. C'est-à-dire vraiment, on met l'accent sur par exemple, fixe les bugs, on met l'accent sur faire une documentation propre, on fixe les issues GitHub, on travaille en coopération avec, les uns les autres avec Git et on fait pas de copier-coller. C'est des trucs qui tombent sous le sens, que d'ailleurs je maîtrise moins parce que c'est vrai que la manière de travailler en data science c'est un peu différent. Il y a une deuxième chose qui est importante, qui est propre au projet data science cette fois, c'est la qualité de la data. Une petite déviation dans la data à cause d'un problème, un job qui a pas tourné par exemple, peut avoir des conséquences catastrophiques pour le modèle. Et pour régler ces problèmes-là, du coup, on fait beaucoup de monitoring data, on fait beaucoup de détection d'anomalies sur la data. C'est-à-dire qu'on va essayer par exemple sur une data, une LTV sur un jeu par exemple qui est censé être très stable, et puis le 21 juin, paf, 5 fois plus de LTV que ce qu'on avait sur tous les autres jours. Bah, ce 5 fois plus de LTV le 21 juin, c'est pas un vrai chiffre, c'est une erreur dans la data. Du coup, il faut d'une part le détecter, il faut d'autre part trouver la cause, peut-être la corriger.
Il faut peut-être faire des mécanismes de correction automatique pour le modèle pour pas qu'il utilise cette information qui l'induira en erreur. Donc je dirais que ça passe par des initiatives supplémentaires qui sont de cet ordre. Détection automatique, rémédiation automatique de data, enfin de problèmes data. Et puis et un dernier point, je dirais que ça passe par des process peut-être qui sont pas encore en place, hein, mais sur lesquels on réfléchit. Des process pour savoir, dès qu'une data est modifiée ou dès qu'il y a un incident sur une data, que tout le monde soit dans la boucle, ou en tout cas tous les gens intéressés par cette information soient dans la boucle, puissent avoir des news, puissent très vite savoir l'impact que ça peut avoir pour eux. Donc ça passe aussi par finalement une organisation spécifique, mais donc sur laquelle on réfléchit avec Datacore et Michael. Du coup, autour du projet, qui sont les interlocuteurs clés en fait pour toi et pour ton équipe? Les interlocuteurs clés, ça serait donc Mathieu chez les UA managers, c'est celui qui chapeaute le projet du côté métier et qui nous donne des tuyaux sur, des explications sur comment eux travaillent. Il vérifie aussi que le projet continue d'aller dans la bonne direction, à la bonne vitesse par rapport aux besoins du métier. Il y a Mika du côté data, Mika et son équipe en général, qui du coup, on est en lien avec eux quand on a des demandes data, quand on a des questions data, questions soit pour une connaissance qui nous manque, soit pour un incident qu'on a peut-être détecté ou qui pourrait être là. Il y a Nousser aussi, hein, qui est dans la partie data analyst, qui est chez les data analysts, donc eux, ils font la plupart des reporting de business intelligence pour les différents métiers. Lui, comme il est très consommateur de la data, il voit souvent c'est lui qui peut détecter des incidents data, et du coup, on est en contact pas mal par rapport à ça. Et puis après, il y a notre équipe marketing qui, elle, travaille concrètement sur le projet, le produit. Moi, je trouve ça hyper intéressant que tu sois dans une équipe métier au final. C'est-à-dire que t'es pas dans un club de data scientist dans une tour d'ivoire, t'es un data scientist dans une équipe métier, et je trouve ça original. C'est hyper intéressant, et je t'avoue que c'est pour ça que j'ai voulu finalement démissionner de Cardiff. L'environnement à Cardiff était incroyable, on était dans cette tour d'ivoire de data scientist, mais on a pu faire exploser notre niveau technique grâce à ça. Donc c'était hyper intéressant. On a aussi pu finalement construire ces réflexions sur la data science, parce que c'était le but de notre équipe. Ce que je te dis là, finalement, c'est un gros legacy de ce que j'ai appris à Cardiff. Mais effectivement, j'ai été intéressé par changer de société, parce que Voodoo, on proposait quelque chose où toutes les compétences étaient mélangées. Et typiquement, quand on veut avancer sur un projet, on n'a pas besoin forcément que de data science, on veut aussi parfois des développeurs, on veut aussi peut-être des gens avec plus une compétence data, on veut peut-être des métiers. Et j'ai trouvé que ce paradigme inverse de les mélanger dans une équipe, c'était très intéressant, c'était à voir, et il fallait que je me fasse mon opinion là-dessus. Et donc je te rejoins que ça permet de faire avancer le projet, mais que d'un autre côté, cette équipe 100% data science avait aussi eu pas mal de bienfaits chez Cardiff. Ouais, vous avez pu former aussi des gens, etc. Donc ça devait être cool. C'est ça un des arguments pour venir chez Voodoo, c'est de dire c'est dire que vous avez un environnement, des postes très terrain, très proche du business. Vous avez beaucoup d'impact du coup sur ce business-là. S'il y a des data scientists qui nous écoutent, en vrai, c'est quoi les bonnes raisons en fait de venir chez Voodoo pour faire de la data science? Donc, s'il y a des data scientists ou même des data ingénieurs ou des data analystes qui nous écoutent, je dirais que les intérêts de venir chez Voodoo, c'est que donc il y en a plusieurs. Il y a déjà ce que tu dis, hein, c'est qu'il y a des postes qui peuvent être très centrés, qui peuvent être focus sur des produits métiers à grande valeur ajoutée. Tobit, finalement, ça va avoir un vrai impact sur le business, sur notre société. Et c'est très stimulant, on est très investi dans le projet, on est investi finalement dans la boîte. Ce qu'on fait a de l'impact, et c'est quelque chose que personnellement moi je cherchais. Hein. J'ai toujours cherché dans mon métier. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est dur à trouver quand on fait de la data science. Parfois on fait des modèles qui sont jamais utilisés, c'est très frustrant. Chez Voodoo, la plupart des projets ont beaucoup d'impact. Après, il n'y a pas que des équipes métiers, il y a aussi des équipes qu'on appelle core, donc infra core, data core, qui s'occupent que de l'infra, que de la data. Donc là, c'est des équipes qui juste sont peut-être focus sur des couches technologiques, mais du coup qui essayent de vraiment
monter le niveau technologique dans ces domaines. C'est hyper, c'est très, du coup, c'est un très bon moyen de monter en compétences et c'est moins orienté produit, mais plus orienté compétences techniques. Ça peut être très enrichissant aussi pour ceux qui veulent continuer à se former. Et donc pour la data en particulier, je dirais que un des intérêts de Voodoo, c'est que on construit notre maturité dans le bon sens sur la data, c'est-à-dire qu'on est conscient de tous ces risques, de tous ces enjeux pour créer un projet de data science ou de data avec de la valeur ajoutée, et donc on est conscient des risques. Et on est aussi conscient des bonnes méthodes pour pallier à ces risques, qui sont de faire les choses dans l'ordre, d'y aller doucement, de mettre l'accent sur la qualité, de travailler sur des projets à gros impact, et enfin tout ce qu'on a parlé finalement dans le podcast. Et donc un data scientist, un data ingénieur qui viendrait travailler sur un projet avec de la data science chez Voodoo, ou de la data en général, il serait pas au bout de 2 mois à se demander ce qu'il fait là, quoi. Il serait investi et il aurait une mission qui a de grandes chances de porter ses fruits. Moi, je trouve ça impressionnant, effectivement, le fait que on vous laisse le temps de monter le projet, quoi. Ça fait 4 mois que vous êtes sur le projet, que vous travaillez dessus, Ouais. Et on n'a pas remis en question vos résultats. Hein. Ouais. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que dans une boîte comme Voodoo qui a 8 ans et finalement dans un marché qui bouge très vite, une des clés de réussite de Voodoo, c'est de dire on va créer des jeux très vite, on va les déployer très vite. C'est très fort de la part du management et du top management de réussir à nous laisser faire ça sur les projets les plus ambitieux, les plus innovants, de nous laisser prendre le temps de faire les choses proprement et correctement. Et au fond, c'est ça qui nous permettra de débloquer, comme je disais, des nouvelles technologies comme la data science ou des nouveaux produits innovants comme Autobid. Ouais, c'est chouette. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de bienveillance dans vos échanges. Quand on a les échanges avec vos différents collaborateurs, c'est qu'en fait, si on vous laisse le temps, c'est aussi parce qu'il y a une bienveillance qui est sincère, en fait. Hein. Ouais, il y a de la confiance, effectivement. Par exemple, ceux qui gèrent un petit peu enfin pas ceux qui gèrent, mais ceux qui nous aident à guider notre planning. C'est les US et Mathieu. Et effectivement, quand on lui dit malheureusement ça, on veut pas aller plus vite que ce qu'on fait déjà. Si on recrute 10 personnes, on n'ira pas plus vite, on ira plus lentement parce que le temps que les gens rentrent sur le projet, ouais. Ils vont le temps qu'ils rentrent sur le projet, ils seront pas forcément à 100%, ils feront peut-être des erreurs et donc si on n'est pas assez pour les encadrer, finalement on perdra du temps, on perdra en qualité. Ces messages-là, ils les comprennent, ils nous font confiance et du coup, on avance au bon rythme et à la fin, ça porte ses fruits. Donc, on est assez content de ça. Ok, c'est cool. Du coup, vous recrutez tout le temps. On se pose jamais la question. Vous avez forcément des postes ouverts. On recrute tout le temps. On a pas mal de postes ouverts, hein, surtout orientés data, data ingénieur, data analyst, data scientist, peut-être un tout petit peu moins parce que justement, il faut prendre le temps de trouver les bons projets. Mais effectivement, sur les 2 premiers postes, on recrute beaucoup. Et après, quand je dis on recrute beaucoup, je pense aussi qu'on prend le temps de bien recruter et que c'est aussi ça, viser de la qualité technique, c'est pas rusher. Donc on peut faire les choses bien, mais ouais, on recrute et on est ravi d'avoir des talents qui viennent ou des bons profils ou très très investis dans leur métier. Enfin. Dit comme ça fait travailler beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est on aime les gens passionnés par la tech, passionnés par ce qu'ils font, passionnés par leur projet, et on est ravis de les avoir en entretien et à la fin de leur proposer des postes, en fait. J'imagine que tu échanges régulièrement avec d'autres data scientists, des pairs, et savoir voilà du coup sur quel canal tu es actif. Est-ce que je sais pas, par exemple, tu parles beaucoup de data science sur Twitter? Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est sur des communautés underground? Comment on contacte? En termes de communauté, la communauté de data science que je suis le plus, c'est celle de Kaggle, parce que je trouve que c'est justement, c'est une communauté vraiment bienveillante et où il y a beaucoup de gens passionnés et très investis dans la data science, comme ce que je disais, les profils les profils qu'on aime bien. Et justement, il y a beaucoup de conversations extrêmement intéressantes. C'est marrant de se dire que quand des gens font des compétitions et finalement il y a un cash prize à la clé, il y
y a de la renommée, enfin de la renommée virtuelle, mais de la renommée quand même à la clé. Les gens, malgré tout, sont prêts à partager leur méthode, à partager leur savoir avec des débutants, et les débutants, du coup, très vite, en fait, peuvent se retrouver au même niveau que les mecs qui en font depuis longtemps. C'est vachement stimulant et bienveillant, et donc c'est la communauté que j'apprécie particulièrement. Après, il y a beaucoup de ressources de data science qui circulent par le biais des grands pontes du domaine sur Twitter. Moi personnellement, je suis un peu moins actif sur ce genre de médium, mais grâce à mes collègues qui suivent, j'arrive à avoir un peu des news de ce qui se passe. C'est assez important. Il faut rester au jour il faut connaître ce qui se passe dans l'actualité de la data science pour rester un peu à la page.